Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez voir les diapositives? Oui, bonjour madame. Bonjour, et je vous entends aussi. Ok, je vous entends. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, on devait commencer la polymérisation par étapes. On a vu la polymérisation radicalaire, cationique, anionique. Et donc, il nous manque deux techniques, la polymérisation par étapes et par coordination. Et après, on verra les propriétés des polymères. Et donc, voilà. On va mettre tout ce qu'il faut dire. Voilà. Alors, la polymérisation par étapes a lieu grâce à certains monomères particuliers. Donc, ce sont des monomères qui ont soit deux groupes fonctionnels, donc dans les mêmes monomères, comme celui-là. Vous avez un monomère avec un groupe fonctionnel et l'autre qui est différent. Ou on verra des monomères qui ont deux monomères qui ont des groupements chimiques complémentaires et qui peuvent réagir. Donc, dans cette polymérisation par étapes, vous n'avez pas les trois étapes caractéristiques qu'on avait vues pour les polymérisations radicalaires et cationiques. On avait l'amorçage, on avait la propagation, on avait la terminaison. Ici, il n'y en a pas. Dès que vous mettez les monomères ensemble, si vous donnez de l'énergie par chauffage, et parfois vous n'avez même pas besoin, vous avez une réaction chimique qui commence. Donc, vous partez par exemple dans votre monomère qui a deux fonctions chimiques. Il va réagir avec lui-même pour former un dimère, un trimère, des oligomères et ensuite un polymère. Et donc, la caractéristique de la polymérisation par étapes, c'est de ne pas avoir des réactions de terminaison. Donc, dès que vous avez des monomères, la réaction continue, continue, continue. Et vous avez deux types principaux de polymérisation par étapes. Donc, la polyaddition. Donc, un monomère, il va s'ajouter à l'autre. Et tous les atomes que vous retrouvez dans les monomères, vous les retrouvez dans les polymères. Ou ce qu'on appelle la polycondensation. Mais à chaque fois que vous avez la réaction chimique entre deux monomères, vous libérez aussi une petite molécule. Donc, de l'eau, des alcools, des acides. Et donc, vous n'avez pas le même nombre d'atomes des monomères réactifs dans les polymères que vous formez. Donc, polyaddition et polycondensation. Bon. Dans les premiers cas, que vous pouvez avoir la polymérisation par étapes, vous avez un monomère donc, qui a deux fonctions différentes. Donc, la fonction rouge elle va réagir avec la fonction verte du deuxième monomère et vous en ajoutez les uns après les autres. Donc, vous formez un polymère linéaire. Ou vous avez deux monomères et chacun, il a un type de fonction. Donc, c'est des monomères qu'on appelle difonctionnels. Donc, vous en avez les premiers qui ont les deux fonctions roses qui vont réagir avec la fonction bleue du monomère et il y aura l'autre fonction bleue qui va réagir avec un autre monomère de type rose. Et donc, vous avez aussi un dimère qui peut réagir des deux côtés, à droite et à gauche. Et dès qu'il y a un monomère rose, il va réagir à droite. Dès qu'il y a un autre monomère bleu, il va réagir à gauche. Donc, vous faites pousser la chaîne de polymères des deux côtés. Et vous avez un polymère linéaire et les extrémités de chaque oligomère que vous formez sont des extrémités réactives qui vont réagir avec les premiers monomères qui arrivent. Donc, comme je viens de dire, on n'a pas amorçage, propagation et terminaison. Donc, à chaque fois, vous faites la même réaction chimique. Donc, c'est des réactions que vous avez déjà vues dans la chimie organique. Et alors, pour faire un exemple, donc, on
peut parler de la synthèse des matériaux que vous connaissez très bien, les polyamides. C'est des matériaux qu'on retrouve dans tous les textiles, enfin, dans beaucoup de textiles, dans beaucoup de sacs, valises. Il y a des outillages qui sont faits, des brosses qui sont faits avec ça. Il y a des cordes, des câbles. Et donc, les polyamides, c'est des polymères produits en grande quantité. Vous avez deux possibilités pour les faire. Une réaction d'un acide aminé avec lui-même. Un acide aminé, il a un carbone qui est lié à un groupe amino, à un hydrogène, à un groupement R et un groupement acide. Et donc, en présence de lui-même, l'acide aminé va réagir pour former un polyacide aminé, qui est un polyamide, parce que vous avez la liaison entre les groupements aminaux d'un monomère et les groupements acides d'un autre monomère pour faire une liaison amide. Et donc, qu'est-ce que vous avez à l'extrémité de la chaîne de votre polymère? Vous avez un hydrogène d'un côté qui vient d'un groupe amino et un groupe hydroxyle qui appartient au dernier groupe acide. Quand vous formez un amide, vous libérez aussi une molécule d'eau. Donc, vous avez perdu un oxygène et deux hydrogènes sous forme de molécules d'eau. Donc, ça veut dire que vous synthétisez un polyamide. À chaque réaction entre une amine et un acide, vous allez libérer une molécule d'eau. Donc, c'est un deuxième produit de votre réaction de polymérisation, c'est l'eau, qu'il faut éliminer de votre milieu réactionnel. Pour avoir un polyamide, on a une deuxième réaction. Donc, on peut faire réagir des diamines et des diacides. Donc, vous avez besoin de deux monomères difonctionnels, mais chaque monomère, il a la même fonction. Donc, là, on a amine, amine, et là, on a acide, acide. Et donc, chaque groupement amine du monomère, il va réagir avec chaque groupement acide de l'autre monomère. Et vous avez une unité de répétition dans laquelle vous trouvez les deux monomères. Et après, les extrémités, c'est toujours les mêmes. Donc, un groupement amine et un groupement acide. Ici aussi, à chaque fois, vous libérez une molécule d'eau. Et donc, en fonction du polyamide que vous souhaitez faire, vous pouvez choisir soit la méthode 1, soit la méthode 2. Un autre exemple concret de synthèse de polymères selon les deux possibilités, c'est les polyesters. Les polyesters sont aussi des polymères synthétiques. Vous les retrouvez dans beaucoup de textiles, donc notamment tous les t-shirts pour faire les sports, les pantalons, par exemple, les pantalons pour faire les randonnées, les pulls qui tiennent chaud. Et les polyesters, donc, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un monomère difonctionnel, donc noyau aromatique, groupement OH, groupement acide. Vous avez la réaction entre les groupements alcool d'une molécule et les groupements acides de l'autre molécule pour former une liaison ester. À chaque fois qu'on forme une liaison ester, on sait de la chimie organique qu'on libère une molécule d'eau. Et donc ici, vous libérez N-1 molécules d'eau si vous avez N molécules de monomère difonctionnel. Et donc, vous avez une unité de répétition qui correspond à votre monomère. Mais vous pouvez avoir un polyester à partir de la réaction d'un diacide et d'un glycol. Donc, un diacide, pour réagir avec un glycol, donc une molécule qui a deux groupements alcool, c'est toujours la réaction d'un alcool et un acide pour former la liaison ester que vous voyez ici. Mais cette fois, l'unité de répétition,
elle comporte ce qui étaient les deux monomères ensemble. Et pareil, chaque fois que vous avez la réaction entre un alcool et un acide, vous avez la libération d'une molécule d'eau. Donc, deux hydrogènes et deux oxygènes qui vont partir. Donc, ça, c'était deux exemples. Et dans cette diapo, vous trouvez une liste de groupes fonctionnels qui sont utilisés dans la polymérisation par étapes. Et donc, on a vu réagir les groupements alcool, enfin, hydroxyde dans les alcools, ou vous pouvez faire réagir les aldéhydes, les acides, comme on vient de voir. Une famille très, très importante de polymères qui sont obtenus par polymérisation par étapes, c'est les polyisocianates. Les polyisocianates, je vous rappelle, ils peuvent exister sous forme de film ou de mousse et sont des polymères qui ont produit aussi en énorme quantité. Et donc, à la base, ils font réagir les groupements isocianates, donc avec un groupement alcool. Et ainsi, vous avez beaucoup de résines où il y a des époxys et les groupements amines, donc dans les amines. Et quelles réactions chimiques que vous connaissez de la chimie organique sont appliquées pour faire les polymères par polymérisation par étapes? Eh bien, on vient de voir la réaction de formation d'un ester, la réaction de formation d'un amide, la réaction de formation d'un uréthane, et dans des cas un peu moins communs, substitution aromatique, ou dans tous les cas, une autre réaction chimique que vous connaissez de la chimie organique qui peut être donnée entre votre groupement qui est soit un monomère et un autre groupement qui est dans un autre monomère. Donc, on a quelques réactions parasites qui peuvent avoir lieu pendant la polymérisation par étapes. Donc, on n'a pas les phénomènes de transfert comme pour la polymérisation radicalaire. On a parfois certains monomères qui peuvent former des cycles. Par exemple, ici, on a l'éthylène glycol qui est utilisé pour faire les polyéthylène glycol, les PEG, qui est un polymère biocompatible qui a beaucoup d'applications. Mais parfois, vous avez la formation du dioxane qui vient de la condensation de deux molécules de éthylène glycol. Donc, parfois, vous pouvez avoir votre polymère qu'il faut purifier pour éliminer donc, les cycles qui se sont formés de 2 ou 3 monomères et de toute façon pour éliminer l'eau, qui est les deuxièmes produits de la réaction. Un autre inconvénient, ça peut être la cyclisation intramoléculaire. Donc, cette fois, c'est votre monomère qui va réagir avec lui-même. Ici, vous avez un acide, un aminoacide. Vous avez un groupe amino et un groupe acide. Si vous chauffez, vous avez comme résultat un polyamide. Donc, les groupements NH2 d'un monomère, il va réagir avec les groupements acides d'un deuxième monomère. Mais, dans certaines conditions, ces groupements amino, ils peuvent réagir avec les groupements acides du même monomère. Dans ces cas-là, vous avez la formation d'un lactame, donc d'un amide cyclique, et vous avez quand même l'élimination de la molécule d'eau. Donc, il faut purifier les polymères pour éliminer donc les lactames et aussi pour éliminer l'eau. Donc, ça, c'est les seuls risques de réaction parasite que vous avez dans la polymérisation par étapes. Alors, on a dit, dans cette cours, on ne parle pas trop de cinétique, mais quand même, il faut montrer ce qui est appelé l'équation de Carothers, c'est-à-dire la relation entre les taux de conversion P
et les DPN, les degrés de polymérisation moyenne en nombre. Donc, P est la relation entre combien de monomères vous avez utilisé pour faire votre polymère et la longueur de chaque chaîne de polymères que vous avez formée. Et en polymérisation par étape, la relation, vous la voyez sous ces graphiques, donc les DPN, c'est-à-dire la longueur moyenne des polymères, au départ, elle est très très faible. Donc P, qui est égal au rapport entre N0, les nombres de molécules de monomères au départ, moins NT, les nombres de molécules de monomères qui ne sont pas encore dans les polymères après un certain temps T, sous les monomères initiales, ça c'est votre P, qui est dans les abscisses. Et après, vous avez DPN, qui est le rapport entre toutes les monomères, les molécules de monomères qu'on avait au départ et les monomères qui ils n'ont pas réagi. Donc, la relation entre DPN et P est la suivante. Et ça veut dire que vous avez besoin de consommer jusqu'à 90% de vos monomères avant d'avoir des polymères qui sont très, très longs. Donc, ça veut dire qu'au départ, après 10%, 40%, 60% de conversion, vous avez beaucoup de chaînes qui se forment, mais c'est des chaînes petites. Donc, des dimères, des trimères, des oligomères petits. Donc, vous allez ajouter les molécules de monomères à toutes les chaînes petites et c'est après, quand vous avez presque plus de monomères dans les milieux réactionnels, que vous voyez les grandes chaînes de polymères formées réagir entre eux et donc donner des polymères de masse molaire élevée. Donc, l'essence de ces graphiques, c'est celui-là. Et c'est le contraire que la polymérisation radicalaire, dans laquelle vous pouvez avoir des grandes chaînes même au départ de votre réaction. Les radicaux, ils vont réagir très, très vite. Et dès que vous avez deux radicaux, ils vont se coupler. Donc, vous avez très vite des chaînes de polymères très grandes, même pour des conversions de monomères très faibles. Donc, il faut se rappeler de cette différence entre les deux méthodes. Et ça, c'est la conclusion des peines élevées à la fin de la réaction. Et ici, c'est le résumé de ce que je viens de dire. C'est difficile d'avoir des polymères de masse molaire très importante par polycondensation. Normalement, si on vise un polymère de 10 000 grammes par mol, c'est le maximum qu'on peut obtenir. Et ça vient de la nature chimique de votre réaction. Souvent, comme dans les cas de la synthèse du polyester, vous avez une molécule d'eau qui est libérée. Et votre réaction, c'est une réaction d'équilibre. Et donc, à partir d'une certaine concentration de votre ester au polyester, vous avez la réaction inverse de l'eau qui va hydrolyser l'ester pour réformer l'alcool et les acides. Concrètement, votre polymère, il commence à dépolymériser. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider votre réaction, pour pousser l'équilibre vers la droite? Ben, vous devez éliminer l'eau de votre milieu réactionnel. Donc, notamment, il faut faire la réaction à haute température de façon que l'eau puisse puisse évaporer, par exemple, et être condensée dans un autre récipient. Si vous éliminez l'eau tout le temps, ben, vous poussez la réaction vers la formation du polyester. Et donc, vous pouvez arriver à augmenter la masse molaire de votre polymère. Mais il y aura toujours une limite à cause de la cinétique, à cause de l'équation de Carothers qu'on vient de voir.
Comme vous faites pour calculer la masse molaire de votre polymère. Alors, on regarde directement l'exemple. Ici, vous avez votre alcool rouge, dialcool, qui va réagir avec votre diacide verte. Dans la unité de répétition, vous retrouvez une partie rouge de l'alcool et une partie verte de l'acide. Entre parenthèses carrées, ça c'est votre unité de répétition. Et donc, vous connaissez la masse molaire de votre unité de répétition, qui est 86. Et aux extrémités, vous avez un hydrogène et un groupe OH. Donc, ça fait 18. Et donc, votre masse molaire est la masse molaire de n fois l'unité de répétition, donc les dPn, plus 18. Mais bon, 18 est tellement petit que vous pouvez assumer que la masse molaire moyenne, c'est égal à les dPn fois la masse de l'unité de répétition, dans laquelle vous considérez la masse des deux monomères du départ. Parfois, il y en a qui oublient ça. OK, donc ça, c'est les données que vous avez des appareillages qui vous permettent de mesurer les masses molaires. Vous avez, quand vous faites la réaction avec deux monomères, deux possibilités, soit vous prenez les mêmes nombres de moles de l'un et de l'autre, et dans ces cas-là, vous avez un mélange stéchiométrique. Donc, vous faites réagir tous les deux monomères. À la fin de la réaction, vous n'avez plus rien. Ou vous avez un excès de l'un par rapport à l'autre. De la chimie générale, on a un réactif limitant et un réactif donc en excès. Quand le réactif limitant a réagi, ben, la réaction va s'arrêter. Et donc, vous restez avec un pot du monomère en excès et votre chaîne de polymères, parce qu'ici, on est en train de faire des polymères. Et donc, quand vous avez un mélange stéchiométrique, normalement, vous avez deux extrémités des chaînes différentes. C'est tous les exemples qu'on vient de voir. Donc, une fois, il y avait un hydrogène, une fois, il y avait un groupe OH, une amine et un groupe acide. Si vous êtes en excès de un des deux monomères, ben, la dernière réaction se sera faite de sorte que c'est les monomères qui devraient réagir avec lui-même et il ne peut pas. Donc, ça veut dire que vous avez des chaînes qui ont la même extrémité. Donc, on a une extrémité d'un côté, une extrémité de l'autre, et on n'a que des monomères roses qui sont restés dans les milieux réactionnels, et donc on n'a plus de réactions possibles. Et on n'avait pas fait ce discours pour les polymérisations ni radicalaires, ni anioniques, ni cationiques. Là, vous avez un seul monomère qui va réagir, ou vous avez des copolymères, mais on avait parlé de rapport de réactivité qui permet de savoir ou qui permet de voir la composition du polymère, du copolymère, par rapport à la composition du mélange du départ. Et donc, il y a un petit changement aussi dans l'évolution des masses molaires si vous avez un mélange des monomères du départ qui n'est pas stéchiométrique. Donc, vous avez votre monomère A et votre monomère B qui vont donner votre polymère. Là, vous avez les rapports stéchiométriques R qui est donné par les rapports entre les nombres de fonctions d'un monomère et les nombres de fonctions de l'autre monomère. Donc, pas les nombres de monomères, les nombres de fonctions que vous avez. Et donc, les dPn, ils varient en fonction de votre rapport stéchiométrique et de la conversion. Donc, la formule, elle est plus compliquée par rapport à la formule qu'on vient de voir, dans laquelle les dPn, il n'était que fonction de la conversion.
dans les cas du mélange stéchiométrique. Donc ici, il faut considérer aussi l'influence de R. Et alors, si ces rapports stéchiométriques R, on va les mettre dans l'ordonnée. Alors, si R égale à 1, ben, on va retomber dans les mélanges stéchiométriques. Et donc, on voit que pour une conversion de 97%, on a un DPN de 35. Pour une conversion de 99, on a un DPN de 100. Et c'est qu'à une conversion totale qu'on a un monomère qui a une masse molaire importante. Mais si on change les rapports stéchiométriques, donc on a un monomère qui a un léger excès par rapport à l'autre, et bien là, à parité de conversion, donc ici par exemple, on voit que le DPN il, est inférieur par rapport à ce qu'on pourrait avoir si les mélanges étaient stéchiométriques. Donc, je vous laisse, vous allez regarder, vous allez retourner sous ces diagrammes et vous allez les comparer avec celui-là qu'on avait vu pour les mélanges stéchiométriques. Et donc, on a déjà dit que là, vous avez des choix. Si vous voulez avoir un même polymère, parfois, vous pouvez faire réagir un acide aminé ou parfois une diamine et un diacide. Les choix, ça se fait sur la base de la disponibilité des monomères. Parfois, l'acide aminé qu'il vous faudrait, ça n'existe pas, par exemple, mais il y a la diamine et les diacides. Il faut considérer les problèmes de purification, les propriétés physico-chimiques des monomères que vous allez utiliser, s'il y a des réactions parasites collatérales, mais surtout, à quel point vous arrivez à l'équilibre. Parce que si vous avez un équilibre qui arrive trop tôt, votre rendement en polymère il est très faible, donc vous gaspillez beaucoup de monomères. Donc, il faut voir s'il y a une façon de pousser l'équilibre vers votre droite, donc vers les réactifs. Ça, on l'a déjà dit. Alors. Et ici, il y a quelques suggestions pour avoir des polymères de masse molaire les plus élevées possibles. Donc, des conditions pour lesquelles vous éliminez les réactions collatérales. Parfois, on peut jouer sur la concentration de monomères pour éviter d'avoir, par exemple, la formation des cycles. Parfois, la pureté des monomères, ça peut être important. Déplacer l'équilibre vers la formation du polymère, ça c'est techniquement parfois possible, comme distiller de l'eau, ou faire réagir l'acide qui se forme avec une amine qui est mise dans les milieux réactionnels. Et normalement, ces polycondensations, ils ont lieu à des températures élevées. 150, 200 degrés, ça peut arriver à 200 degrés, voire plus. Contrairement aux polymérisations radicalaires, qu'on peut faire même à température de 40-50 degrés. Il faut choisir les bons amorceurs. Et il y a aussi des amorceurs qui sont activés par les rayons UV. Donc, c'est en polymérisation à température ambiante. Et ça, par contre, c'est possible pour certains cas de polycondensation avec des monomères particulièrement réactifs. Et ça, on le voit tout de suite dans cet exemple dans lequel, au lieu d'utiliser un diacide, on a un chlorure acide. Donc, les chlorures organiques, c'est des molécules extrêmement réactives qu'on garde dans les frigos sous atmosphère inerte pour cette raison.
Ils vont réagir assez rapidement avec l'humidité de l'air. Donc ici, vous avez une réaction qui a lieu entre les groupements alcool et les chlorures. Donc vous avez la formation de l'ester et vous libérez cette fois de l'acide chlorhydrique. Donc il y a libération d'un acide. Vous pouvez faire la même réaction donc, pour faire des polyesters ou pour faire des polyamides. Et dans ces cas-là, vous formez la liaison amide et vous libérez aussi l'acide chlorhydrique. Et cette réaction-là s'appelle la réaction de Schotten-Baumann. Donc, elle a un nom. Et ici, les étudiants, ils ont des travaux pratiques dans lesquels ils font justement cette réaction de synthèse du nylon par polymérisation interfaciale. On a en fait un réactif qui est dans l'eau et un réactif qui est dans les solvants organiques. Et donc, la polymérisation a lieu à l'interface des deux liquides. Et souvent, justement, sont des réactions en phase hétérogène et on peut utiliser aussi des catalyseurs de transfert de phase. Là, je ne sais pas si vous avez des travaux pratiques. Vous avez des travaux pratiques cette année? Oui, non. Oui, madame. Oui, ok. Et vous faites la synthèse du nylon? Vous faites les polyamides? Non, pas encore, madame. Pas encore. Ok. Et donc, là, on l'a dit. Ça, on l'a dit, c'est des réactions plus rapides et vous les faites à température ambiante aussi. On l'a fait à température ambiante. Et vous pouvez là faire aussi des réactions pour avoir des polyuréthanes, polycarbonates, etc. Donc, la seule chose, c'est que parfois, donc les chlorures, ils coûtent plus que les acides et qu'il vous faut quand même du solvant. Donc, pour obtenir certains matériaux qu'on n'a pas d'autres moyens, cette réaction elle est utilisée à niveau industriel. Et ça, c'est l'exemple dont j'ai parlé. Donc, la synthèse du nylon 6,10. Alors, les 6, ça vient du nombre de carbone sous l'amine, donc la diamine. Et les 10, ça vient du nombre de carbone sous les chlorures. Donc, ça vous donne 7 unités de répétition. Et donc, c'est la synthèse du polyamide qui a lieu à la surface de liquides immiscibles. Vous trouvez beaucoup de vidéos aussi qui montrent cette réaction. Si on met un colorant, on voit très bien les polymères qui se forment à l'interface et on peut les extraire. Et ça donne une fibre, effectivement, ça ressemble beaucoup aux petites fibres de nylon qu'on utilise pour faire les collants. Donc, jusqu'ici, on a parlé de polymères linéaires, mais en polymérisation par étapes, on peut faire aussi des polymères réticulés. Et on les fait comment les polymères réticulés? Alors, dans cette diapo, les rappels, c'est pour la polymérisation radicalaire. Donc, vous avez votre amorceur de polymérisation radicalaire, l'AIDEN, vous chauffez. Et en présence d'un monomère et d'un monomère difonctionnel, donc celui-là, vous avez la formation d'un réseau, parce que vous avez votre monomère qui va commencer à réagir pour faire un polymère linéaire, mais de temps en temps, il va réagir avec ces groupements acrylates de la bisacrylamide. Et donc, vous avez dans votre chaîne un deuxième groupement fonctionnel qui va former des radicaux. Et donc, vous avez des chaînes qui sont reliées par des ponts. Et donc, en polymérisation radicalaire, c'est comme ça qu'on forme les polymères
réticulé, cross-linked. Donc, acrylamide et N-éthylène bisacrylamide. Et donc, vous avez un polymère qui est sous forme de gel. Dans ce cas-là, c'est un polymère qui est hydrophile. Et selon des concentrations de départ, vous pouvez avoir des microgels, des nanogels ou un sol énorme macrogel. Donc, et si vous devez schématiser la structure du polymère, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, c'est un réseau tridimensionnel. Donc, ça, c'est pour la polymérisation radicalaire. Pour donc, vous mélangez un monomère et un monomère difonctionnel. Normalement, si vous avez des acrylates, vous avez des diacrylates ou triacrylates. Donc, vous avez les mêmes groupements pour avoir plus ou moins la même cinétique. Et alors, en polymérisation par étape, vous avez des monomères qui, au lieu d'avoir 2 fonctionnalités, ils ont 3 fonctionnalités ou 4 ou plus. Parce que déjà, normalement, vous avez 2 monomères difonctionnels qui vous donnent un polymère linéaire. Et alors là, vous avez cette réaction entre un anhydride et un trialcool, le glycérol. Donc, chaque OH de l'alcool, il peut réagir et vous avez justement votre alcool qui est là et qui peut réagir dans cette direction et dans cette direction. Et donc, ça vous donne une résine polyester saturée qui s'appelle glyptal. Donc, normalement, c'est des matériaux de ce type. J'avais trouvé un autre exemple. Donc, ça, c'est un polyester, mais vous avez la réaction entre l'alcool et l'anhydride. Et vous avez des réactions de type différent. Donc, là, on a un modèle de résine phénolique dans laquelle votre phénol, il est déprotoné grâce à une base forte. Et vous avez 2 formules de résonance. Vous pouvez faire réagir avec la formaldéhyde. Et donc, vous avez la possibilité de faire réagir les carbanions qui est sous ces carbones. Et donc, vous avez un carbanion qui est à ce niveau-là, qui peut continuer à réagir. Et vous avez donc un phénol au départ qui va utiliser les carbones de la formaldéhyde comme pont pour se lier à d'autres phénols. Et cette réaction, comme elle est donnée par les carbanions qui est stabilisé, elle peut avoir lieu en alpha du carbonyle à droite, à gauche, ou en position par rapport au carbonyle. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de chimie organique, donc stabilité des carbanions, stabilité des anions qui sont liés à un noyau aromatique. Il y a toutes les réactions que vous avez déjà vues sous la formation des esters, des amides et tout. Donc, il faut quand même des bases de chimie organique pour suivre la synthèse des polymères. Ça, on faut le dire. Et dans l'étape de formation d'un polymère réticulé, donc de gel, au départ, vous avez des monomères qui réagissent avec des monomères trifonctionnels. Et au départ, vous, physiquement, vous ne voyez rien. Au bout d'un moment, on arrive à ce qu'on appelle les pointes de gel. C'est quand on voit visiblement que les polymères réticulés s'est formé. Et donc, il y a une fraction de polymère qui reste, qui est insoluble dans tous les solvants, à toutes les températures. Donc, c'est votre polymère réticulé. Et si vous arrivez à la théorie à la fin de votre réaction, théoriquement, vous avez une seule macromolécule dans votre milieu réactionnel. Tout le monde réagit avec tout le monde, vous avez une seule molécule. On appelle sol, par contre, la fraction du polymère qui est encore en solution.
qui arrive encore à être soluble. Et quand vous passez de cette phase de sol à la phase de gel, vous avez des changements physiques, notamment vous augmentez la viscosité de votre milieu. Normalement, quand vous êtes au point que vous avez un sol macromolécule énorme, vous avez un solide, mais si vous mettez votre monomère à des concentrations diluées, vous n'avez pas assez pour former un sol énorme macromolécule et vous formez des microgels. Donc, vous formez des vraies particules de polymères réticulés, mais qui sont en suspension ou en solution, surtout si on parle des nanogels. Donc, il faut des solutions très, très diluées, donc des monomères très, très dilués. Dans tout cas, les polymères que vous obtenez, ils rentrent dans la catégorie des polymères qui sont thermosets, c'est-à-dire des réseaux tridimensionnels. Lorsqu'on le verra plus tard pour les propriétés, on appelle thermoplastiques les polymères linéaires et donc qui vont s'y différencier par leur comportement vis-à-vis de la température, vis-à-vis de la solubilité et vis-à-vis aussi des propriétés mécaniques. Et ça, c'est toute la partie du cours qu'on fera sur les propriétés mécaniques. Donc, on va passer vite. Alors, si on revient à notre formation du gel, là, vous avez quelques molécules au départ de monomères difonctionnels, quelques molécules de monomères trifonctionnels. Donc, si on veut faire des calculs à niveau très simple, là, je n'ai 5 molécules en monomère et j'ai 3 molécules de monomères trifonctionnels. Si tout le monde va réagir avec tout le monde, donc je devrais avoir ma macromolécule, comme ça, et quelques monomères qui n'ont pas réagi. Donc, mon N0, c'est les 5 monomères de AA et les 3 monomères de BBB au départ. Et combien de monomères j'ai à la fin? Une seule. Donc, je peux calculer la fonctionnalité moyenne avec cette formule. Et sachant qu'on a une notion de DPN qu'on peut calculer à un certain temps et qui, à la conversion totale des monomères, le DPN, il est infini. Donc, ce n'est pas possible de donner un chiffre. On peut avoir des relations entre la conversion et la fonctionnalité, et donc voir à un certain temps quel pourcentage de groupes fonctionnels il a réagi et quel il n'a pas encore réagi. Et on peut calculer justement au point de gel quel pourcentage de groupements ils ont réagi. Donc ça, c'est des calculs qu'on peut faire pour chaque nouveau système qu'on va utiliser, donc pour faire un monomère tridimensionnel par polymérisation par étape. Alors, pour moi, cette partie, elle est finie, parce que ce cours, il est un cours d'introduction à la chimie de polymères. Donc, on doit voir les caractéristiques principales de plusieurs types de polymérisation, mais après, il y a d'autres cours, surtout en deuxième année, qui vont rentrer beaucoup plus dans les détails. Donc, pour ce niveau, c'est juste une introduction. Donc, je vous donne 2 minutes de pause pour changer des sujets. Donc, je vais mettre l'autre diapositive que j'ai envoyé cette nuit. Donc, je ne sais pas si vous l'avez obtenu. Et donc, on va faire une toute petite pause de 2 minutes.
Oui. OK. Est-ce que vous pouvez voir la nouvelle présentation? Oui. Oui, à chaque fois, j'ai un doute. Désolée si je pose la question. Alors, donc, la dernière partie de synthèse des polymères, c'est sous les polymérisations par coordination, et donc notamment sous la catalyse Ziegler-Natta. Alors, j'ai mis la photo des deux messieurs, Ziegler et Natta, parce qu'ils ont un prix Nobel. Et normalement, quand on a un prix Nobel en chimie, c'est pour quelque chose qui a un grand impact, mais sur la vie quotidienne de plusieurs personnes. Et dans le cas de ce prix Nobel, ça a été donné parce qu'on a appris, si vous voulez, à maîtriser la synthèse du polyéthylène et d'autres oléfines qui ont permis de créer des objets qui n'existaient pas avant et qui sont rentrés dans la vie quotidienne de millions de personnes. Et donc, justement, dans les années 50, Ziegler a réussi à polymériser l'éthylène à basse température et pression en présence des métaux de transition et des organométalliques. Et donc, il a obtenu ce qu'on appelle les polyéthylènes à haute densité. Donc, on verra plus tard sur la partie propriétés des polymères la différence entre polyéthylène haute densité, basse densité, etc. Ce qu'il faut dire ici, que déjà, l'éthylène, il est un monomère gazeux, donc ce n'est pas facile de le travailler pour le faire polymériser. Et donc, arriver à maîtriser la synthèse, ça a été effectivement pas simple. Il peut polymériser grâce à différentes techniques, radicalaires, anioniques, mais l'avancée, c'était de proposer des catalyseurs qui puissent aider dans la synthèse. Et ensuite, donc, le deuxième chercheur, il a découvert que les catalyseurs que Ziegler avait utilisés, ils pouvaient être utilisés pour les alpha-oléfines, donc les unalcènes, qui donnent des stéréoisomères à chaque monomère qui est ajouté. Donc, oui, pourquoi je ne change pas? Voilà. Donc, ce qu'on a déjà dit, vous avez une double liaison carbone-carbone avec des carbones sp2, c'est une molécule planaire. Quand vous faites deux nouvelles liaisons par carbone, vous créez, si c'est le cas, un nouveau centre chiral. Et donc, chaque nouveau monomère, il peut être ajouté pour donner les mêmes centres chirales ou l'autre centre chiral. Et on avait parlé de polymères isotactiques, symbiotiques et atactiques. Et la difficulté, c'était justement pouvoir contrôler la stéréochimie de ces polymères, parce que à partir de la stéréochimie, vous avez des propriétés mécaniques qui vont changer. Donc, c'était important pour la mise en œuvre des polymères. Et les propriétés thermiques qui changent aussi. Et ça, on en reparlera plus tard sur la partie de propriétés mécaniques. Là, c'est la particularité de ces types de monomères, donc des doubles liaisons substituées, qu'il faut se rappeler. Et donc, pour guider la stéréorégularité dans les polymères, il y a plusieurs facteurs qui comptent. Donc, la surface du catalyseur, par exemple, les trichlorures de titanium, il existe en plusieurs formes cristallines. Quel métal de transition est utilisé dans les catalyseurs et la nature du groupement alkyle dans les co-catalyseurs. Donc, il y a trois facteurs. Et donc, les catalyseurs Ziegler-Natta, homogènes et hétérogènes, sont utilisés dans la synthèse des unalcènes, donc des cycloalcènes, donc des cycloalcènes, des diènes, donc deux doubles liaisons carbone, et des alcynes. Donc ça, c'est les monomères que vous utilisez dans ce type de catalyse. Et alors, un catalyseur de Ziegler-Natta, en réalité, ce n'est pas une seule molécule. Vous avez, pour ce qui est la polymérisation en phase hétérogène, donc vous avez un catalyseur qui est composé par un métaux
métal de transition et donc une halogène. Donc l'exemple ici, c'est les tétrachlorures de titanium, mais vous pouvez trouver les vanadium, les chromes, etc. Et après, vous avez une deuxième molécule, donc qui est un composé organométallique. Et vous avez plusieurs types de co-catalyseurs. Donc, ils peuvent être des hydrures ou des alkyles et des métals du groupe 1 et 3. Donc, là, l'exemple typique, c'est les trialkyles aluminium, mais vous pouvez avoir du zinc, de l'éthane, etc. Donc, comment on fait à faire cette catalyse Ziegler-Natta? Alors, quand même, il faut un certain nombre de conditions. Vous avez besoin d'un solvant inerte. Vous avez besoin de sécher, donc un solvant sans eau, anhydre. Vous avez besoin d'éliminer l'oxygène et vous travaillez à basse température. Les catalyseurs, ils peuvent être instables, donc ils peuvent changer leur activité catalytique. Et ils sont réactifs avec des monomères non polaires. Donc, typiquement, les oléfines qu'on vient de voir, pas substitués. Ils sont des catalyseurs, donc vous ne les consommez pas pendant la réaction, vous les retrouvez tels quels à la fin de la réaction. Par rappel, dans la polymérisation radicalaire anionique et cationique, on a parlé d'amorceur. Donc, un amorceur, après, il fait partie du polymère. Il reste dans les polymères. Ici, vous avez un catalyseur qui ne fait pas partie de votre polymère, mais il reste dedans. Et donc, si il reste dedans et c'est en petite molécule, il peut sortir, les métals, il peut sortir, vous pouvez avoir une pollution. Et donc, si possible, vous devez purifier. Si pas possible, vous savez qu'il va rester dedans. Deuxième inconvénient, si c'est cher, vous allez les perdre. Donc, pour éviter de les perdre, vous pouvez faire justement la catalyse supportée et donc l'ancrer à un support solide, donc de l'oxyde de magnésium, du chlorure de magnésium, etc. Dans ces cas-là, vous récupérez votre polymère, mais votre catalyseur il va rester toujours sous la surface. Et alors, en phase hétérogène, apparemment, il y a des hypothèses de mécanismes pour expliquer qu'est-ce que ça passe, mais comme les mécanismes changent selon la nature cristalline du trichlorure de titanium, c'est que j'ai trouvé que vous avez des structures cristallines de ce type et on parle de sites d'arête. Arête, c'est ce qui est dedans les poissons. Donc, vous avez quelque chose comme ça avec des branches. Ou vous avez des sites en 3 dimensions plutôt, comme cela. Ces sites s'appellent les sites de coin, donc corner. Et la nature de votre site sous les trichlorures de titanium, ça influence l'approche des monomères et donc les déroulements de la réaction. Alors là, il y a un premier mécanisme dans lequel vous avez votre tétrachlorure de titanium avec les trialkyles aluminium. Donc, vous formez ces deux composés. Vous avez votre titanium là qui est au centre, qui est coordonné à un groupe alkyle et un chlorure en axial, et vous avez donc des autres liaisons qui sont perpendiculaires. Là, vous avez votre oléfine qui est substituée sous un des carbones, qui va s'approcher à votre complexe et elle va s'approcher d'une façon bien précise. Par exemple, il y a le groupement X qui est plutôt vers les groupements R
Et la coordination a lieu entre ces deux carbones et les titanium et le groupement R. Et donc, c'est pour ça que l'oléfine elle a une façon de s'approcher qui est toujours la même. Donc, il y a une espèce de formation d'un complexe carré, donc à 4 liaisons. Et après, il y a des ruptures de liaison et de formation. Donc, votre titanium, il va se lier au carbone qui était, disons, les moins substitués. Et le deuxième carbone, il va se lier au groupement alkyle qui est perdu par le titanium. Donc, ici, vous êtes sous la surface du catalyseur. Et donc, il peut avoir un échange. Et donc, votre titanium, il va lier votre monomère de façon axiale dans la même position dans laquelle on avait les groupements R au départ. Et il est exposé à nouveau avec les chlores en position équatoriale. Donc, ça veut dire que s'il y a un deuxième monomère qui va s'approcher, il va s'approcher comme le monomère qui est schématisé ici. Et donc, vous allez insérer les deuxièmes monomères à ce niveau-là et la chaîne va sauter. Et donc, vous allez construire votre chaîne qui va rester comme ça en verticale sous les titanium. Et donc, à cause de la géométrie de votre complexe de titanium et des groupements qui sont sous l'alcène, l'alcène, il s'approchera toujours dans la même direction et vous l'additionnez à la chaîne croissante toujours avec la même configuration. Donc ça, c'est un mécanisme. Et il ne veut plus changer les diapos. OK, pourquoi il ne veut plus changer les diapos? Bon, je crois que l'ordi s'est bloqué. Bon, c'est la connexion, je ne comprends plus rien. Hop. Maintenant, il change tout ça. Catastrophe. OK. Les stresser cet ordinateur, parfois. OK. Donc, on a un deuxième mécanisme qui a été proposé, possible, qui est appelé bimétallique. Et alors, dans ce deuxième mécanisme, on aurait les titanium qui est coordonné à l'aluminium grâce à deux groupements alkyles qui sont à pont. Donc, cet objet, ce serait dans une position dans laquelle l'alcène qui s'approche, il s'approche toujours dans la même direction. Et donc, il y a une coordination entre la double liaison carbone-carbone de l'alcène et le titanium. Et il y a la formation d'un premier complexe dans lequel vous avez 1, 2, 3, 4, 6 atomes qui se sont liés. Ça, c'est un complexe qui porte au déplacement de votre alcène qui est maintenant lié à l'aluminium. Et il y a un réarrangement qui va mettre à nouveau votre monomère entre le titanium et l'aluminium à la place d'un des deux groupes alkyles qu'on avait au départ. Donc, ça veut dire que vous êtes ici dans la même situation que vous avez ici. Et donc, les nouveaux monomères qui arrivent, il va former des interactions non covalentes. Ensuite, il y a la rupture et la formation de nouvelles liaisons. À nouveau, un complexe à 6 termes, un déplacement de la chaîne et on revient ici. Donc, ça veut dire que chaque nouveau monomère, il va s'ajouter toujours dans la même configuration à cette chaîne croissante. Donc, ça, c'est deux possibilités de mécanismes principaux qui ont été décrites. Donc, comment on fait pour arrêter la polymérisation de coordination?
Alors, un hydrure, donc un hydrogène qui est en charge négative, il peut être transféré quand il est lié au métal de transition au monomère. La chaîne, elle peut être transférée au co-catalyseur au lieu qu'au titanium, donc elle arrête de croître. Clairement, on a un transfert de chaîne pour former de l'hydrogène. Et donc, là, c'était la catalyse Ziegler-Natta en phase hétérogène, dans laquelle vous avez vous avez clairement deux phases, mais il y a la possibilité de faire de la polymérisation Ziegler-Natta en phase homogène. Et les molécules utilisées, ils s'appellent métallocènes. Donc, ce sont des catalyseurs qui ont cette structure. Il y a un cation métallique au centre, ça peut être les fers ou les zirconium. Et les ligands, c'est l'anion cyclopentadiényle. Donc, c'est un anion aromatique. Et donc, ça c'est la première partie de votre catalyseur. Donc, un métallocène plus un méthylallumo-oxane. Donc, vous avez un atome d'aluminium qui est lié à un groupement alkyle, un oxygène, et vous avez quelques unités de répétition. Donc, ça donne une molécule de ce type-là. L'avantage, c'est que c'est des molécules donc, solubles et qui vous permet de contrôler encore mieux la stéréorégularité de votre polymère et donc de viser la structure moléculaire bien définie. Et ici, je ne vous ai pas mis les mécanismes, mais c'est les métals de transition, donc qui est les centres de la polymérisation. Donc, on voit principalement deux types de polymérisation par coordination. Donc, la première, c'est ce qui est la catalyse Ziegler-Natta, qui vise des monomères bien spécifiques. Donc, l'éthylène, les propylènes, les alcènes, les alcènes cycliques, et qui est caractérisé par ces catalyseurs bien particuliers qui sont formés donc, de deux molécules, en fait, et que vous pouvez voir en phase hétérogène ou homogène. Et la deuxième polymérisation par coordination qu'on regarde très, très rapidement, c'est la polymérisation par métathèse, qui a beaucoup d'applications. Et en fait, on pourrait en parler beaucoup, mais les cours, c'est d'introduction, donc on en parle juste un petit peu. Alors là aussi, il y a eu des prix Nobel, mais il y a une quinzaine d'années, donc en 2005. Et les prix Nobel avaient été partagés par les premiers Français, donc Yves Chauvin, qui avait commencé les études ici en France, et des études qui ont été reprises après un peu plus tard par Grubbs et Schrock, qui ont développé les catalyseurs qui sont aujourd'hui commerciaux. Et donc, ces trois messieurs, ils ont pris encore une fois des réactions qui étaient super bien connues de la chimie organique. Et donc, c'est les réactions de métathèse. Donc, vous avez deux oléfines, la première avec deux groupes substituants R1 et la deuxième avec deux groupes substituants R2. Et votre objectif, c'est d'avoir une nouvelle oléfine avec un groupement R1, R2. Donc, ça, c'est vraiment des problématiques de la chimie organique. Et ça, c'était possible grâce à une espèce de ce type-là, un catalyseur, dans lequel un métal, il a une double liaison avec un carbone, et donc vous avez un groupement R qui est là. Donc, les mécanismes, c'est un mécanisme qu'on appelle concerté, parce qu'il y a deux liaisons qui vont se casser, celle-là et celle-là, et deux liaisons qui vont se former. Non, pardon. Et donc, deux liaisons qui vont se former en même temps entre les deux carbones pour former cette molécule cyclique dans laquelle le métal est sous un des chaînons du cycle. Cette molécule
étant un cycle à 4 termes, elle est très fortement tendue, donc elle va se réouvrir. Encore une fois, vous avez 2 liaisons qui vont se casser et 2 liaisons qui vont se former en même temps, donc réaction concertée. Et vous avez formé ces nouveaux doubles liaisons entre les métals et les groupements R1. Et cette fois, il y a une réaction analogue avec les deuxièmes oléfines. Nouvelle réaction concertée, vous formez 2 liaisons et vous en cassez 2 en même temps. Vous formez un cycle à 4 termes très tendu qui va se réouvrir. Donc, 2 liaisons ils vont se casser, 2 ils vont se former. Et vous allez obtenir la nouvelle oléfine substituée avec R1, R2. Et vous allez obtenir à nouveau cette espèce catalyseur. Donc, cet article, donc, il est de 2010 et il montre le mécanisme. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, le prix Nobel? Ils ont appliqué cette réaction, mais à la synthèse des polymères. Et alors, qu'est-ce qu'on a utilisé au départ comme catalyseur? Donc, les catalyseurs, appelés les complexes de ruthénium de première génération, c'était justement un atome de ruthénium qui formait une double liaison avec un atome de carbone. Cet atome de carbone, il était conjugué en deuxième double liaison, donc avec des groupements phényles. Qu'est-ce qu'il avait le ruthénium comme autre liaison? Il y avait des liaisons avec des petits atomes de chlore, avec un groupement triphénylphosphine qui est assez encombrante et qui donc il va se mettre en vertical par rapport au ruthénium, et un autre triphénylphosphine, groupement très encombrant, donc qui est de l'autre côté de votre ruthénium. Et cette molécule, c'est une molécule qui est plus ou moins planaire, parce qu'il y a 2 doubles liaisons, carbone-carbone, conjuguées, et après des groupements phényles qui peuvent se retourner. Ça, c'est les premiers types de complexes de ruthénium qui ont été développés. Après, on est passé à d'autres complexes qu'on appelle de deuxième génération, donc dans lesquels on a mis un autre ligand à la place de la triphénylphosphine et on a mis des ligands beaucoup plus encombrants à la 6e position du ruthénium, qui on schématise comme PCY, et qui c'est en fait des ligands qui sont formés qui sont formés par 3 molécules. Donc, la conjugation, ça vient de cette molécule aromatique et les deux cycles benzène. Donc, c'est des molécules très encombrantes avec des groupements benzène qui sont plats. Et vous avez aussi une autre famille dans laquelle le ruthénium, il est dans un cycle, donc à 5 termes, et lié donc à un groupement benzène. Et donc, si vous cherchez aujourd'hui, on est arrivé à vraiment des centaines de complexes de ruthénium. Et pourquoi il y en a autant? Ça dépend beaucoup de votre système, de la solubilité des solvants et de votre application. Donc, à partir de 2005, il y a eu toute une partie de la synthèse organique qui s'est dédiée à la synthèse des nouveaux catalyseurs à base de ruthénium. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces types de catalyseurs? Justement, on peut faire de la métathèse, mais on peut ouvrir des monomères cycliques pour donner des polymères linéaires. Donc, en anglais, cette technique est appelée ROMP. Donc, c'est la Ring Opening Metathesis Polymerization. Et donc, c'est une des premières applications commerciales de la réaction de métathèse. Et vos monomères, c'est des alcènes cycliques que vous voulez ouvrir pour former des polymères linéaires. Donc, avec la polymérisation radicalaire, vous pouvez polymériser les alcènes cycliques
avec la polymérisation Ziegler-Natta aussi, mais vous gardez les cycles. Donc, vous ouvrez la double liaison carbone-carbone, chaque carbone il va réagir, donc vous avez des cycles dans votre unité de répétition. Avec la rampe, vous allez ouvrir la double liaison carbone-carbone et donc vous avez un polymère qui est linéaire sans plus de molécules cycliques. Et donc les catalyseurs, c'est un de ceux qu'on vient de voir. C'est des réactions irréversibles et encore une fois, votre problème, comme pour la catalyse Ziegler-Natta, c'est que votre catalyseur de ruthénium, il ne fait pas partie du polymère. Donc, il reste dans les polymères. Et souvent, les catalyseurs au ruthénium, ils sont très, très, très chers. C'est vrai qu'ils sont des catalyseurs, vous utilisez en petite quantité, mais c'est vrai que vous allez les perdre. Et aussi, ça dépend des applications, ils pourraient être toxiques s'il y a des applications envisageables, ou ils pourraient être toxiques pour l'environnement une fois que votre polymère est en fin de vie. Donc ça, c'est un problème. On pourrait penser ici aussi à ancrer les catalyseurs sous surface pour avoir la catalyse hétérogène. Et donc, votre mécanisme, il est, vous avez votre catalyseur au ruthénium, par exemple, le métal, il est au ruthénium, double liaison avec un carbone. Vous avez votre monomère cyclique. Première interaction entre le métal et la double liaison carbone-carbone. Mécanisme concerté, vous cassez des liaisons, vous en formez des autres et vous formez cet intermédiaire, cette espèce dans laquelle votre monomère cyclique, il est condensé à un autre cycle à 4 termes avec votre métal. Donc là, il y a beaucoup de tension, donc on va ouvrir à ce niveau-là votre monomère du départ. On va ouvrir à ce niveau-là aussi votre cycle à 4 termes et vous formez 2 nouvelles liaisons carbone-carbone, une d'un côté et une avec les métals. Et donc, c'est ici, à cette extrémité droite, que vous allez faire réagir un autre monomère parce que vous êtes dans la même situation qu'au départ. Donc, vous ajoutez à cette extrémité tous les nouveaux monomères qui sont ouverts. Et donc, globalement, vous avez un monomère cyclique de ce type-là. Donc, on peut faire on peut penser à pas mal de monomères cycliques qui on peut ouvrir et donc pour faire des chaînes plutôt longues. À quoi ça ressemble les catalyseurs pour la ring opening métathesis? Donc, c'est Schrock, le deuxième messier qui avait pris les prix Nobel, qui a pensé à des complexes, donc métal, qui est là, carbone, donc un carbone qui est en charge négative. Et les métaux qu'il a utilisés, c'est les molybdène et les tungstènes. Je me trompe à chaque fois. Sauf que ces catalyseurs, ils sont très sensibles soit à l'oxygène qu'à l'eau. Et justement, vous ne pouvez pas les utiliser avec un monomère qui contient un groupe OH ou un groupe ester ou un groupe carbonyle. Donc, c'est un peu limité. Et vous avez donc comme alternative les catalyseurs de Grabs, donc les amorceurs de Grabs, que c'est le troisième messier qui a eu le premier Nobel, qui sont à base de ruthénium. Et justement, il y en a énormément parce que vous changez la nature du groupe R, les substituants sous les groupes benzyle qui est à ce niveau-là, les groupes R qui est lié à l'atome de phosphore. Donc, vous avez à partir d'un catalyseur de Grabs, vous en avez plusieurs possibles. Là aussi, vous avez des complexes entre un métal et un carbone qui sont stables, stables, pas l'oxygène, et qui sont compatibles avec beaucoup de groupements fonctionnels. Donc, entre un catalyseur de Schrock et de Grabs, vous êtes capable théoriquement de faire la réaction d'ouverture de cycle, donc la polymérisation par métathèse, de beaucoup de monomères. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de chauffer beaucoup, donc basse température,
Et vous pouvez changer justement la vitesse de polymérisation, les contrôles de masse molaire, en changeant un des ligands qui sont accrochés au complexe de ruthénium. Donc, on voit ici qu'il y a eu pas mal d'interactions entre la chimie organique et la chimie des polymères, et que souvent, c'est des réactions vraiment de la chimie organique qui ont été transposées à la synthèse des polymères. Et donc, encore aujourd'hui, on a beaucoup de collaborations, de projets dans lesquels on a fortement besoin de la chimie organique pour faire des polymères. Pour finir cette partie, je voulais vous montrer un exemple de quelque chose qu'on fait déjà avec la rampe. Et donc, j'ai trouvé un premier exemple. Vous avez un matériau qui s'appelle Vestenamère, qui vient de la polymérisation du 6-cycloctène, et donc qui est un polymère commercial. Après, j'ai trouvé qu'à partir du norbornène, vous pouvez justement, les norbornènes, c'est un monomère dicyclique. Donc, vous pouvez ouvrir un cycle, celui-là qui contient la double liaison carbone-carbone. Vous avez cette unité de répétition. Et ces matériels-là s'appellent Norsorex. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, par exemple, on fait de semelles de chassoure de sport. C'est une sorte de caoutchouc synthétique. C'est un polymère amorphe. Vous voyez, avec une masse molaire importante. Et il est justement élastique, donc il absorbe les vibrations et il absorbe aussi l'huile. Et donc, j'ai trouvé qu'il y a des chassoures, effectivement, qui sont faites avec ces matériels commerciaux. À niveau de fondamental, effectivement, vous pouvez obtenir du polycyclooctine à partir du cyclooctine. Et donc, malgré les catalyseurs de Grubbs et Schrock, ils sont assez récents, on a déjà des applications commerciales et on a beaucoup encore de recherches fondamentales sur l'utilisation de ces catalyseurs. Donc là, on a terminé. Donc, il y a beaucoup de choses dans ces deux types de polymérisation. Mais on se voit la semaine prochaine. Donc, vous avez beaucoup de temps pour lire, j'espère, et essayer de comprendre. On a terminé la partie de synthèse des polymères. Donc, ce qu'on nous reste à voir, c'est les propriétés économiques des polymères, les propriétés des polymères vis-à-vis de l'environnement. Qu'est-ce que c'est un polymère biodégradable, les bioplastiques, et en introduction aux propriétés mécaniques et aux propriétés des polymères en solution. Donc, c'est juste une introduction, vous le verrez dans d'autres. Donc, si vous n'avez pas de questions, j'essaie de vous envoyer les prochaines présentations avant les cours et on se voit la semaine prochaine. Je ne peux rien faire. C'est bloqué tout. OK, bon, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bonne soirée et bonne nuit. Voilà. OK. Bye bye. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame.